c'est Michel Fayad. Bonjour, professeur de géopolitique à l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. On a beaucoup de sujets géopolitiques à débriefer ensemble. On va les prendre les uns derrière les autres. On commence par ce sujet qui inquiète énormément le ministère de la Défense en France et d'autres en Europe autour de l'opposition entre l'armée syrienne et les Kurdes en Syrie qui a poussé à la libération de djihadistes. Est-ce qu'on peut reprendre le sujet au départ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à des prisonniers relâchés? Vous savez, il y avait un accord qui avait été conclu le 10 mars 2025 entre Joulani, donc le président Ahmad El-Shara, qui avait renversé Bachar el-Assad en décembre, et en fait le chef des forces démocratiques syriennes, qui est en réalité essentiellement composé d'éléments de la branche syrienne du PKK kurde, donc en fait ce qu'on dit le groupe qui est appelé YPG en anglais. Et donc cet accord consistait à ce que, il y ait un cessez-le-feu global sur l'ensemble de la Syrie, qu'il y ait des droits reconnus aux Kurdes, que les Kurdes puissent participer à la vie politique du pays, et en échange de quoi, les institutions kurdes du nord-est de la Syrie, parce que les Kurdes, les FDS du coup contrôlaient le tiers de la Syrie au nord-est du pays, puissent être intégrées complètement à l'État syrien. Le problème, c'est que dans les faits, en 2025, le pouvoir central contrôlé par Joulani n'a rien effectué. Aucun droit n'a été donné aux Kurdes, aucune participation des Kurdes n'a été faite. Et en même temps, lui a continué à réclamer au FDS, aux Kurdes, de s'intégrer à son État. Et donc, ces dernières semaines, il a forcé la main, il est rentré donc dans la région kurde. Et il a attaqué notamment le quartier kurde d'Alep, qui a été le premier à tomber. Et puis, il a continué à avancer, si bien qu'en 48 heures, les Kurdes, les FDS, avaient perdu 40% du territoire qu'ils contrôlaient. Et aujourd'hui, c'est assez réduit en quelques pots de chagrin, finalement, ce que les Kurdes continuent à contrôler. Le grand problème dans tout ça, c'est qu'il y avait des prisonniers. Exactement. Il y avait des milliers de prisonniers parce que les FDS avaient été nos alliés, donc aux Français, aux Britanniques, aux Américains, durant cette fameuse guerre, vous savez, contre Daesh. Ces prisonniers, au fur et à mesure des avancées donc de cette dite armée syrienne, mais qui est en réalité les anciens éléments de Hayat Tahrir el-Sham, c'est-à-dire l'organisation dirigée par Joulani, le président autoproclamé syrien, qui est donc, à force d'avancer, a libéré ces prisonniers. Je rappelle quand même que donc, ce président Ahmad el-Shara, Joulani, était le lieutenant de Daesh. Oui. C'était le lieutenant de l'État islamique en Syrie. En fait, pas de Daesh, ça ne s'appelait pas encore Daesh, mais il y a des liens. Ce qui est devenu ensuite Daesh. Donc, parce qu'à la base, vous savez, il y avait Al-Qaïda Irak, Al-Qaïda Syrie, et lui-même était membre d'Al-Qaïda Irak. Et au fur et à mesure que des avancées, Al-Qaïda Irak a souhaité avoir une branche en Syrie que Joulani lui-même a créée. Et une fois qu'Al-Qaïda en Irak est devenu l'État islamique en Irak et a voulu se fusionner avec sa branche en Syrie, lui a refusé et a prêté allégeance à Al-Qaïda. Puis après, s'en est démarqué et, a fait son chemin. Mais pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'en réalité, ces prisonniers qui ont été libérés sont des anciens camarades, des anciens compagnons. Aujourd'hui, on nous présente Daesh contre le pouvoir en Syrie. C'est pas aussi évident que ça, vous voyez. Et on parle de combien de personnes potentiellement libérées? C'est ça qui est assez compliqué à déterminer, mais certains vont jusqu'à dire que 7000 ont été libérés. Je ne suis pas sûr de ce chiffre parce que c'est très compliqué à déterminer. On sait qu'une partie a été transférée sous le contrôle du Parti démocratique du Kurdistan irakien pour que les Américains soient assez rassurés et les Français, bien sûr, les Britanniques, que ces éléments ne créent pas de problème, que ce soit en Syrie ou en Europe, parce que vous savez que malheureusement, il y a énormément de ces prisonniers à qui, dans le temps, Erdogan a donné la nationalité turque et donc peuvent se retrouver beaucoup plus facilement sur le sol européen. Annalisa. Le problème, c'est aussi que le pouvoir syrien est encore très fragile. Al-Shara est arrivé au pouvoir en décembre dernier, donc ça fait un peu plus d'un an. Il y a quelques mois, quand on célébrait les 1 an au pouvoir, les observateurs internationaux louaient la stabilité, une sorte de stabilité retrouvée de la Syrie. Et là, les choses commencent à changer. On commence à se retrouver dans une situation
très compliqué. Ça pourrait changer quoi sur le plan international? Sur le plan international, je pense que en fait, la communauté internationale a longtemps fermé ses yeux, parce qu'en mars déjà 2025, il avait massacré des Alaouites. On a parlé de plusieurs milliers d'Alaouites tués en 3 jours. Ensuite, il y a eu le plus grand attentat dans une église chrétienne de l'histoire de la Syrie en juin 2025, au moment de la guerre en Iran. Et puis ensuite, en juillet, il y a eu une attaque contre les Druzes au sud du pays, qui a aussi coûté des centaines de vies. Mais pour tout ça, la communauté internationale, quand même, fermait un petit peu ses yeux et voulait lui donner une chance. Mais là, il avait promis d'intégrer davantage les minorités ethniques. Absolument. Mais le fait est que, au lieu d'intégrer ces minorités, au lieu d'être inclusif comme il nous l'avait promis, en réalité, il est en train de mettre en place une république islamique dans laquelle, il n'y a pas de droit aux minorités, même si officiellement, il a reconnu ces derniers jours sa volonté de reconnaître les droits kurdes. Mais dans les faits, rien n'a été réellement effectué. Fayad, l'autre sujet géopolitique du moment, c'est l'Afghanistan, avec ses critiques de Donald Trump directement contre les membres de l'OTAN. Alors, on a eu toutes ces critiques sur l'Europe ces derniers temps, qui n'ont pas assez dépensé sur le plan militaire. Là, c'est sur le nombre de soldats présents sur les lignes en Afghanistan. Ça a poussé l'ensemble des membres de l'OTAN à publier chacun ses morts sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que c'est une opération réussie, cette critique de l'Afghanistan, ou que ça s'est retourné contre Donald Trump ? En fait, je pense que lui, son message, il était plus en interne pour montrer, comme d'habitude, vous savez, le fait que les États-Unis payent trop. Il parle toujours aux Américains, en fait. Exactement. Les Américains sont morts bien plus que les Européens. En réalité, dans les faits, c'est pas vrai. La France a quand même subi plus de 90 personnes tuées, je crois, sur le chiffre. Et proportionnellement, le Danemark a eu beaucoup plus de morts que les Américains, proportionnellement parlant à sa population. Mais tout ça montre en réalité que les Européens étaient aussi sur le front, sinon il n'y aurait pas eu de mort. Donc oui, je pense que soit Donald Trump est dans un délire, soit Donald Trump parle uniquement aux Américains. J'espère pencher plutôt vers le côté qui parle à sa population, son électorat même. Dernier point, c'est l'Iran, avec cette intervention américaine dont on ne sait pas très bien si elle aura lieu ou pas. Il y a une armada, ce sont les mots de Donald Trump, qui arrive vers l'Iran avec des navires de guerre. Est-ce qu'il y a, selon vous, une intervention possible dans les jours à venir ou pas ? Cette armada coûte 300 millions de dollars par jour. Ah oui. Oui, donc je ne pense pas qu'il ait déplacé cette armada pour rien. Parce que sinon, il devra en répondre par rapport au Congrès, par rapport à son électorat dont on parlait maintenant. Et donc, je pense qu'il interviendra. Ou alors, il est en train de négocier avec certains membres du régime qui préparent un coup d'État contre le pouvoir. C'est une option, je ne dis pas que c'est ce qui arrivera, mais et donc il met la pression maximale par sa présence. Donc il y a ces deux options à mon sens. Annalisa. La question, c'est aussi le rôle de Khamenei. Qu'est-ce que l'ayatollah va faire ? On sait qu'il a envisagé pendant un moment l'hypothèse de la fuite vers la Russie, qui était prête à l'accueillir. Est-ce que vous pensez qu'il est prêt à négocier avec Donald Trump, ou plutôt qu'il choisira de quitter le pouvoir ? Moi, je pense qu'il ne négociera pas et il ne quittera pas le pouvoir. Je pense qu'il est jusqu'au boutiste, qu'il est prêt à mourir. De même que, vous avez vu, le chef du Hamas, Sinwar, est allé jusqu'à sa mort. Et Nasrallah, en Liban, le Hezbollah, est allé jusqu'à sa mort. Et aussi Qassem Soleimani, en Iran même, avait été jusqu'à être tué par Donald Trump. Ces gens-là sont jusqu'au boutiste. Les seuls qui peuvent négocier avec Trump, si jamais négociation est possible, ce sont certains membres des gardiens de la Révolution qui voudront préserver leurs avantages économiques et militaires dans le pays. Qu'est-ce que vos sources vous racontent aujourd'hui de la situation en Iran ? On parle d'accalmie, mais est-ce que c'est réel ? Accalmie sur le terrain, c'est-à-dire que les gens manifestent moins parce qu'il y a eu cette déception et énormément de répression. On parle ce matin encore de 36 000 morts, enfin, c'est quand même énorme. 36 000. On ne sait pas le chiffre exact, mais en tout cas, c'est ce qui est avancé. Mais on voit aussi que tous les soirs, les Iraniens sur leur toit scandent des slogans contre le régime, contre le dictateur, celui qu'ils appellent le dictateur, donc Ali Khamenei. Et donc, il y a quand même cette volonté des Iraniens toujours de faire tomber le régime. Je rappelle quand même que 90% des Iraniens aujourd'hui vivent sous le seuil de pauvreté, que les mosquées sont vides pour la plupart, et donc il y a un double rejet, à la fois idéologique et donc politico-religieux, et un rejet économique et social de ce pouvoir. Donc il y a cette double faillite qui me rappelle beaucoup, si vous vous souvenez, en 91, la faillite de l'URSS, qui était aussi à la fois idéologique et économique. Merci beaucoup Michel Fayad d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.